La version Librio de Paroles d'étoiles doit tourner à l'heure qu'il est autour de 160 000 exemplaires, et la version beau livre, le livre illustré, doit en être à peu près à pas loin de 20 000 exemplaires. C'est le plus beau chiffre qu'on ait eu en nombre de lecteurs depuis Paroles de Poilu. Paroles de Poilu, aujourd'hui, le beau livre a été vendu à 200 000 exemplaires et le Librio à 880 000 exemplaires à peu près. Il faut rappeler que pour tous ces livres, depuis le premier jusqu'au dernier en date qui s'appelle Première fois, pour tous ces livres, Paroles de Poilu, Paroles de détenus, Mémoire de maître, Paroles d'élèves, Paroles d'étoiles, Première fois qui vient de sortir, l'an prochain ce sera Paroles du jour J. C'est un travail que je fais la nuit, en dehors de mes heures de travail, et les droits sont reversés à la collectivité publique. Parce que je l'ai voulu dès le départ, parce que souvent je choisis des sujets qui font que l'homme passe au bord du gouffre, et que donc on traite des malheurs de l'humanité. Et quand j'ai fait Paroles de détenus, et quand je passais avant, pendant et après avoir fait le livre en milieu carcéral, pour discuter avec les détenus, c'est une question qui leur venait souvent aux lèvres. Ils me disaient, mais est-ce que tu n'es pas en train de t'en foutre plein les poches sur le dos de nos malheurs? La réponse était facile à leur donner. Et c'est mieux comme ça. Moi, ma récompense, c'est qu'il y ait beaucoup de lecteurs. Dès le début, nous avons voulu à Radio France qu'il y ait deux versions, la plupart du temps, de chacun de ces livres. Une version à 2 €, qui peut être facilement prescrite par les enseignants sans qu'ils aient trop d'état d'âme, parce que c'est pas cher, c'est la version intégrale. Et puis une version illustrée qui peut servir de support de cours et qui peut passer dans les classes. Et dans la version illustrée, on trouve moins de textes, mais on trouve les manuscrits, les documents sources qui vont avec les textes. Et pour Paroles d'étoiles, comme pour Paroles de Poilu, c'est très important de retrouver les documents sources. Bien, il se trouve que j'ai rencontré, à peu près 1 an avant de me lancer dans cette aventure, la mère d'un de mes collègues, qui tenait absolument à me la présenter, qui connaissait Paroles de Poilu. C'était une enfant cachée, c'est-à-dire qu'elle faisait partie de ces 72 000 enfants d'origine juive qui habitaient la France de la fin des années 30. Cette association s'est créée il y a 10 ans, c'est pas vieux, hein, parce que pendant 50 ans, les gens qui avaient vécu ces traumatismes n'ont pas pu parler. C'était trop lourd. Ils n'ont pas parlé. Et puis au bout de 50 ans, il y a quand même des choses qui les ont incités à parler. Alors s'ils s'étaient tus, c'est parce que, à la Libération, quand ils racontaient leur histoire, ça faisait un peu rabat-joie. Les gens étaient libérés, donc ils se réjouissaient. Et puis eux, on leur avait fait subir ce qu'on peut faire subir de pire à un enfant ou à un préadolescent. À l'âge où on est censé s'affirmer, affirmer son être, affirmer sa personnalité. Âge très dur, c'est celui d'adolescence. C'est pas facile d'apprendre à exister, d'apprendre à être. Ces enfants-là, on leur a demandé tout le contraire. Ils ont dû cacher leurs racines, leur nom de famille, leurs origines, leur religion. Ils ont dû tout cacher. Ils ont dû apprendre à ne pas être, ce qui est quelque chose de terrible. Donc ils se sont tus. Dans les rares cas où ils ont retrouvé leurs parents, quand les parents rentraient des camps, ce qui était très rare, les parents ne comprenaient pas qu'ils se plaignent en leur disant « mais tu n'as pas été arrêté, tu n'as pas été torturé, tu n'as pas été déporté, tu n'as pas été gazé, tu es toujours vivant, de quoi te plains-tu » Alors ils se sont tus. Ils ont continué à se taire avec leurs enfants pour les protéger. Et puis, le temps passant, ils se sont dit « nous ne sommes pas éternels ». Et puis c'est leurs petits-enfants qui ont commencé à poser des questions, ceux qui ont votre âge. Et là, ils ont commencé à parler, c'était il y a 10 ans. Il y a un grand bonhomme qui a récolté pendant des années et des années, il s'appelle Serge Klarsfeld, des traces, des témoignages sur la Shoah, c'est-à-dire sur les gens qui ont été gazés et qui sont partis en fumée pendant la Seconde Guerre mondiale. Serge Klarsfeld a donné la parole aux morts. Et grâce à lui, des tas de gens qui avaient perdu leurs parents ont fini par savoir où et quand leurs parents avaient été arrêtés, où et quand et comment leurs parents étaient morts, parce que l'administration nazie était très organisée et avait des listes. Quand on arrêtait les gens, on avait des listes. Quand on déportait les gens, on avait des listes. Quand on gazait les gens, on avait des listes. Quand on brûlait les gens, on avait des listes.
Et les nazis n'ont pas toujours eu le temps de détruire ces listes à la Libération. Et grâce à cela, Klarsfeld a pu recomposer tout ce qui s'était passé et que certains aujourd'hui cherchent à cacher. Nous avons, ne pas voulu refaire ce que Klarsfeld avait très bien fait, et on s'est dit que en donnant la parole aux enfants cachés, on allait donner la parole aux vivants, à ceux qui avaient survécu. Et paroles d'étoiles, ce sont des paroles de vie. Et je crois que c'était nécessaire parce que parfois, quand on parle de la Shoah, ça devient terriblement morbide et terriblement désespérant. Et il fallait montrer que dans tout ça, il y a aussi une certaine forme d'espoir. Ce qui m'a toujours émerveillé avec les enfants cachés, avec les anciens déportés, c'est qu'on pourrait penser que ces gens-là, auxquels on a fait ce qu'on peut faire de pire aux gens lors de leur passage sur Terre, on pourrait penser que ces gens-là sont cassés par la vie, qu'ils vouent à leurs bourreaux une haine jusqu'à la fin des temps. Eh bien, c'est jamais le cas. Et la plus grande leçon qu'ils nous donnent, c'est qu'ils n'ont pas de haine. Ils n'ont pas d'esprit de vengeance ou d'esprit de rancune, malgré tout ce qu'ils ont pu endurer, alors que pourtant, je vous rappelle que sur les 76 000 déportés en France, il y a eu 2500 survivants. 2500 survivants sur 76 000 juifs déportés. Et parmi les non-survivants, il y a eu, comme je vous le disais tout à l'heure, 11 000 enfants juifs qui ont été gazés et brûlés dans les crématoires. Parmi les 800 témoignages, j'avais 300 témoignages qui me venaient de l'Association des enfants cachés, qui étaient des transcriptions de témoignages, qui étaient très très importants souvent, hein. Ça pouvait durer 2 heures, 3 heures. Et puis j'ai eu le différentiel, c'est-à-dire 500 lettres et documents qui sont venus par la poste ou par Internet. Et il n'était pas rare qu'un seul témoignage soit un livre jamais publié. Pour vous donner un ordre d'idée, dans ce livre, il y a 300 000 signes, 300 000 caractères d'imprimerie. Mes sources, les 800 témoignages, quand on les totalise, c'est plus de 20 millions de signes. C'est énorme. Je n'ai jamais eu autant de travail de ma vie en une année pour tout lire. Et ce n'est pas le genre de choses que l'on lit vite en lecture rapide ou que l'on zappe. On ne peut pas. C'est trop émouvant. Mais si cette même personne, vous l'interrogez sur ce qu'elle a vécu entre 6 et 17 ans, il y a une espèce d'alchimie très étrange qui va faire que son cerveau ne va même pas lui demander son avis et qu'automatiquement, les choses vont ressortir brutes de décoffrage. Tellement la période de l'enfance et de l'adolescence sont des périodes riches en affect, en émotions, en découvertes. Et il y a une alchimie qui fait que dans ce cas-là, ça ressort comme c'était. Ça ressort tellement que, vous savez, il arrive qu'on soit un peu scato sur les bords quand on a 7, 8, 9 ans à l'école. On est un peu pipi-caca et on pouffe de rire. Et ce qui est très étonnant dans ces témoignages, dans les témoignages sources que j'ai eus, c'est que parfois des gens qui ont aujourd'hui 60 ans de plus, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir 70 ans, ils peuvent avoir 80 ans, eh bien, dans leur témoignage, il leur arrivait d'avoir ce côté un peu scato. Parmi les enfants qui étaient à Drancy, certains racontent qu'il n'y avait pas de toilette, que donc les gens nageaient dans l'urine et dans le caca. Et ils ont tendance à en rajouter un peu, à s'étendre un peu trop là-dessus, comme le font des enfants de 7, 8 ou 9 ans. C'est très étonnant. Comme si on était en prise directe avec le cerveau, avec les souvenirs des gens, bruts de décoffrage. Ce qui est sûr, c'est que par rapport aux livres faits dans cette série depuis Paroles de Poilu, les témoignages d'enfants cachés sont plutôt plus longs, que parfois la coupe est indispensable, mais que parfois elle est redoutable. Et il y a des textes que j'ai voulu respecter dans leur intégralité. Mais autant le livre est composé d'une façon très, très soigneuse, très particulière, c'est pas le fruit du hasard. C'est surtout pas ces livres, Paroles de Poilu, Paroles d'étoiles, ne sont surtout pas des compilations. Ça n'aurait aucun sens d'entasser les textes de façon purement chronologique ou dans n'importe quel sens. Je propose tous les ans à mes lecteurs une sorte de voyage intellectuel.
Ce voyage est très soigneusement dosé parce que dans Paroles de poilu comme dans celui-là, on dit des choses terribles. Si on n'y prend pas garde, le lecteur, au bout de 10 pages, dit « Coco, je peux plus. J'ai déjà ma louche de stress quotidien, tu m'en rajoutes une louche supplémentaire, je ne peux plus. » Donc, tout le problème est d'arriver à faire que les gens continuent à lire, qu'ils ne soient pas tellement assommés à un moment donné qu'ils arrêteraient de lire. Même s'ils font des pauses, il faut qu'ils reprennent leur lecture. Donc le dosage de ces textes, leur évolution est très soigneusement étudiée. Étudiée aussi pour rendre compte, à travers mes transitions, à travers l'architecture globale des différents chapitres, rendre compte de tout ce que je n'ai pas publié, mais que j'ai lu quand même. Alors ce sont soit des lettres, soit des témoignages, soit des journaux intimes. Ce sont des lettres qui ne sont pas écrites la plupart du temps à l'époque. À l'époque, il fallait surtout rien écrire, laisser aucune trace. C'était prendre le risque de se faire prendre ou de laisser des indices à ceux qui cherchaient à vous prendre. Donc la plupart du temps, ce sont des témoignages qui ont été faits 30 ans, 40 ans, 50 ans après. Dans tous ces textes, depuis Paroles de poilu jusqu'à Paroles d'étoile, je ne touche à rien. Je me contente de faire des coupes, on ne peut pas tout publier, on ne peut pas publier 20 millions de signes pour arriver à 300 000. La seule chose que j'ai fait, c'est quand j'avais des témoignages oraux. J'avais des témoignages écrits, je vous l'ai dit, sur les 800 témoignages, 500 témoignages écrits, 300 témoignages oraux transcrits. Dans ce cas-là, quand les gens parlent, ils ont des scories dans leur langage, c'est-à-dire qu'ils ont des charnières qui ne servent à rien. Ils vont dire « bon »,« alors », des choses comme ça. Et là, j'ai fait un travail qui a consisté à élaguer ces témoignages oraux de leur côté oral, de mots qui ne servent à rien, pour ne prendre que le sens qui passait et pas les hésitations, parce que ça, quand on repasse à l'écrit, c'est très ingrat. Mais c'est tout. Je n'ai jamais touché les textes que je publie, parce que ce serait dénaturer les choses. La lettre qui m'a le plus ému dans Paroles d'étoile, c'est la lettre d'Agnès, c'est la lettre aux étoiles, c'est celle qui est une des plus émouvantes parce que d'une certaine façon, elle résume tout. Alors il y en a beaucoup d'autres qui sont très émouvantes, mais celle-là m'a tout particulièrement touché. Et la chose très mystérieuse, c'est que c'est la toute première lettre que j'ai reçue. Dans les 800, c'est celle qui est... Je les numérote par ordre d'arrivée pour les retrouver après. Elle est page 118 dans le Librio. C'est pour ça que j'ai appelé le livre Paroles d'étoiles. C'est parce que les étoiles, c'est deux choses. C'est cette étoile jaune que les Juifs ont dû porter sur leur cœur entre 1941 et la Libération. Et puis les étoiles, ce sont ces yeux qui nous regardent la nuit, dont certains nous précèdent. Certaines de ces étoiles, vous en percevez la lumière parce qu'elles viennent de très loin, alors qu'elles sont déjà mortes. Elles ont cessé de briller, mais vous ne pouvez pas vous en rendre compte. La plupart de ces étoiles ont commencé à briller plusieurs siècles avant que vous n'ayez commencé à exister. Certaines étoiles, vous ne les voyez pas, alors qu'elles existent déjà. Mais leur lumière ne vous est pas encore parvenue. Et c'est un magnifique symbole. Avant nous, il y a les étoiles, avec nous, il y a les étoiles, et après nous, quand on sera retombé en poussière depuis belle lurette, il y aura toujours les étoiles. Ces témoignages d'enfants cachés nous donneraient presque envie de dorloter ces enfants cachés, de les choyer jusqu'à la fin des temps, pour compenser un peu l'amour qu'ils n'ont pas toujours reçu. Et que si on faisait ça, si on les choyait, si on les dorlotait jusqu'à la fin des temps, eh bien on pourrait le faire sous le regard vigilant des étoiles, précisément.